Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité à votre émission Le Jury du dimanche e-radio ITV qui a le plaisir de recevoir Thierno Bocoum. Thierno Bocoum, bonjour. Bonjour Mamadou. Vous êtes président du mouvement Agir, Alliance générationnelle pour les intérêts de la République, ancien député, législature 2012-2017. Élu local, vous êtes conseiller municipal de la ville de Dakar et de la commune des Parcelles Assainies. En créant Agir, le jeune homme politique que vous êtes avait déclaré à qui voulait l'entendre « Je veux réaliser l'alternance générationnelle ». Nous étions à quelques mois de l'élection présidentielle de 2019. Thierno Bocoum, vous veniez de mettre fin à votre long compagnonnage politique avec le Rewmi dont vous êtes ou étiez membre fondateur, et votre leader, Idrissa Seck. Alternance générationnelle, il faudra repasser, puisque Bocoum n'ira pas jusqu'au bout de cette ambition clairement affichée, en tout cas pas cette fois-ci. Il va plutôt soutenir la candidature de son ancien mentor, alors sur la ligne de départ de la course au fauteuil présidentiel. On connaît l'épilogue de ce feuilleton. Doctorant PhD en relations internationales et diplomatie et diplômé du Centre d'études diplomatiques et stratégiques CETS Paris, organisme doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. L'invité du JDD, Thierno Bocoum, est titulaire d'un master en droit des affaires internationales et en sciences de gestion, d'un diplôme en droit et pratique parlementaire et d'un diplôme d'études supérieures en communication. Demandez à Thierno Bocoum qui il est, il vous répond fièrement un Baol, Diourbel, né au Saloum, Kaolack, a grandi au Kayor, Thiès, originaire du Fouta et réside aux Parcelles Assainies à Dakar. Non sans ajouter une partie de son enfance dans le Ndiambour, Kébémer et en Casamance Vélingara. Il se définit, vous l'aurez compris, comme le fils du terroir. Thierno Bocoum, la première question de notre émission, le jury du dimanche, porte justement sur votre relation avec le président de Rewmi. Votre soutien à Idrissa Seck s'est-il arrêté à la présidentielle de février 2019 ou s'agit-il de retrouvailles définitives avec votre mentor? Oui, Mamadou, merci de votre invitation. Est-ce qu'il s'agit de retrouvailles définitives avec Idrissa Seck? Il n'y a jamais eu de mésentente entre Thierno Bocoum et Idrissa Seck du point de vue intuitif personnel. Politique, retrouvailles politiques. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai quitté un parti que je considère comme un contenant, qui est le Rewmi, pour créer le mouvement Agir. Mais comme je l'ai dit quand je suis sorti, que je n'ai aucun problème avec le président Idrissa Seck. Maintenant, nous avons engagé des consultations. Il y a eu l'élection présidentielle de 2019. Nous l'avons soutenue. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on n'est plus au temps de l'élection présidentielle. Nous continuons notre travail dans le cadre du mouvement Agir. Vous n'êtes pas retourné à Rewmi? Non, il s'est agi d'aller dans une coalition, une large coalition d'ailleurs, qui voulait porter Idrissa Seck à la magistrature suprême. Donc nous étions dans une logique de soutenir un candidat qui avait un rendez-vous avec le peuple sénégalais, oui, qui est l'élection présidentielle. Du point de vue purement politique, quelle est la nature de votre relation aujourd'hui avec Idrissa Seck? Il est redevenu votre leader ou non, vous poursuivez votre chemin plutôt dans le cadre d'Agir dont vous êtes le président? Non, c'est évident que nous poursuivons notre chemin. C'est évident que dans la coalition ne signifie pas une fusion. C'est évident qu'aller ensemble à l'élection présidentielle ne signifie pas qu'on est dans une même entité. On l'a soutenu par rapport à un contexte donné, par rapport à une offre donnée, par rapport à un rendez-vous donné. Aujourd'hui, l'élection de 2019 est derrière nous. Nous travaillons à mettre en place véritablement les jalons d'une croissance du mouvement Agir. Votre soutien à Idrissa Seck s'est arrêté à la présidentielle de février 2019? Bien entendu.
C'était un soutien lié à l'élection présidentielle de 2019. Nous ne sommes plus à l'ère de l'élection présidentielle de 2019. Et pourquoi ce choix? Il n'y a pas d'échéance. Ce choix que vous aviez porté sur Idrissa Seck? Pourquoi pas, disons. C'est plus simple à... D'abord, Mamadou, ce qu'il faut dire très clairement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, le premier choix, c'était Thierno Bocoum, président du mouvement Agir, candidat à l'élection présidentielle de 2019. C'était le premier choix. Nous l'avons expliqué. Nous avons expliqué les raisons qui ont fait que nous ne pouvions pas participer à l'élection présidentielle, parce qu'il faut savoir... Le parrainage notamment? Non, le parrainage, nous avons répondu au parrainage. Vous vous souvenez, nous avions fait une conférence de presse pour dire que nous avions bouclé ce qu'on nous avait demandé. Mais nous n'avons pas déposé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé cette période-là? Il y a eu énormément de choses qui n'auguraient pas des lendemains meilleurs pour notre pays, parce qu'il y avait une intention d'aller vers l'obscurcissement, disons, de la situation électorale avec le parrainage, avec un fichier qui n'est pas bien, etc. Et nous avions dit, il faut que l'opposition se regroupe autour de pôles, de grands pôles. Et nous pensions que c'était la seule manière d'arriver vers une alternance. Donc nous avons renoncé à notre candidature et nous avons travaillé à avoir ces grands pôles-là. Et nous sommes retrouvés dans le grand pôle que Idriss Seck a porté et il était le candidat de ce pôle-là. Un choix par défaut, Idriss Seck? Un choix par défaut si c'est rapporté à notre personne, bien entendu, parce que c'est nous qui voulions être candidats à l'élection présidentielle, mais un choix assumé quand il a fallu choisir entre les différents candidats. Et pour vous, c'était le meilleur? Pour moi, c'était le meilleur. C'est un choix qui n'est pas regretté. Alors, Thierno Bocoum, invité du jury du dimanche iRadio ITV. Avant vous, Talla Sylla et Oumar Khassimoudia Junior, pour ne citer que ceux-là, ont eu la même ambition, réaliser l'alternance générationnelle. Les promoteurs de l'alternance générationnelle, finalement, ne sont-ils pas cassés les dents pour se contenter d'être finalement une génération de l'alternance? Vous savez, ça va être la suite normale des choses, que l'on le veuille ou pas. L'alternance générationnelle? L'alternance générationnelle se fera. Oui. Quand? Oui. On peut travailler à cela très rapidement, mais c'est évident qu'une nouvelle génération prendra la place de cette génération. Il s'agit d'ailleurs de quelle génération? Parce que quand Macky Sall succède à Abdoulaye Wade en 2012, il était autour de la cinquantaine. Est-ce que ce n'était pas une alternance générationnelle aussi? On peut dire que c'est une alternance générationnelle, mais moi je considère fondamentalement que la génération qui nous concerne, nous considérons que nous faisons partie de la génération d'après-indépendance, bien après indépendance, la première chose. Oui, vous dites bien après indépendance, comme pour dire exclure que Macky Sall, l'actuel président, était trop proche des années d'indépendance. Peut-être bien, mais il est quand même né en 61, un an plus tard. Oui, mais ce que je veux dire, pourquoi vous n'arrivez pas, vous, de votre génération, à avoir les atomes crochus, justement, avec le président Macky Sall? Ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème de démarche. Oui, on parle de politique. Voilà, c'est un problème de politique, c'est un problème de démarche. Oui. Alors, Maoudou, moi je dis très clairement, ceux qui sont dans notre génération le plus souvent, pas tous, ils sont décomplexés, ils sont désintéressés. Pas tous, c'est vrai. Mais nous sommes dans une logique d'alliance générationnelle. Nous disons, c'est très simple, que le Sénégal, c'est une pluralité, c'est une diversité. Il ne peut pas y avoir de messie, ce n'est pas possible. Ce qu'il y a, c'est constater les leaderships des uns et des autres, les accepter et les intégrer dans un programme commun. C'est pourquoi nous parlons d'alliance générationnelle. Mais quand on parle d'alliance générationnelle, quand on tend la main aux autres, c'est parce que nous avons la même voix, nous avons les mêmes idéologies, nous avons la même manière de voir les choses. Nous voulons aller vers des changements de paradigme. Et ça, c'est ça le projet. C'est pourquoi nous, Agir, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Alliance générationnelle. C'est un acronyme
qui a une valeur sémantique, parce que c'est agir, nous sommes dans l'action. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est que à l'heure actuelle, nous pensons que des Sénégalais, dans leur diversité, qui sont des leaders un peu partout, devraient pouvoir s'organiser pour apporter les vrais changements, parce que les vrais changements se feront dans la pluralité, dans la diversité, en ayant des objectifs communs. Je m'arrête un peu sur l'alternance générationnelle. Pourquoi, à votre avis, elle a du mal à se réaliser avec vous, votre génération? On ne peut pas dire qu'elle a du mal à se réaliser. Il faut peut-être dire que nous sommes en voie de réalisation de l'alternance générationnelle. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Ça prendra de toutes les façons du temps. Parce qu'en réalité, les peuples, il y a toujours ce refus de changement. Il faut convaincre davantage, il faut s'affirmer davantage. Je l'ai dit tout le temps, il ne s'agit pas seulement de l'attendre, ça va venir, c'est vrai. Il faut se préparer en conséquence. Aujourd'hui, si on est dit on est jeune, je ne suis pas dans le jeunisme, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre les vieux de côté. Justement, c'était ma question. J'étais en train de vous dire, est-ce que finalement, ce n'est pas votre impatience ou l'impatience de certains d'entre vous, en tant que jeunes loups dans l'ongle, une formule qu'on affectionne bien quand on parle de politique, de voir les vieux quitter la scène? Est-ce que ce n'est pas cette impatience qui crée chez eux un réflexe de survie et qui fait échec à votre projet? Bon, le réflexe de survie est humain, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir un projet pour les populations et faire en sorte que ces populations puissent adhérer à ce projet. Je dis souvent qu'il ne s'agit pas de dire « je veux être président de la République », je veux diriger le pays, je veux être au niveau des sphères de décision, parce qu'en réalité, Mamoudou, c'est le plus important. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont au niveau des sphères de décision qui décident, qui prennent les décisions qui ont un impact sur les populations. On est aux environs, on est dans le décor, on peut être dans n'importe quelle situation, mais on ne décide pas. Donc nous, notre objectif, c'est quoi? C'est d'arriver au niveau des sphères de décision et de mettre en œuvre notre volonté commune de travailler pour les intérêts exclusifs des populations et dans tous les domaines. Et c'est cela le plus important aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que c'est une alliance générationnelle. Maintenant, c'est clair que... Vous agrégez toutes les générations. C'est clair que, exactement, c'est clair que le leadership peut être porté par la génération, mais pour pouvoir justement faire face à toutes les questions dans leur transversalité et dans leur complexité, il faut nécessairement que la pluralité du peuple sénégalais puisse apparaître dans les sphères de décision. Et c'est ça, c'est important. Et en rendant visite à Maître Abdoulaye Wade, qui est le plus âgé des acteurs politiques, parce qu'il n'a pas encore quitté la scène, il est le secrétaire général national du PDS. C'est une façon de dire, voyez, je n'ai rien contre les vieux. Non, pas forcément. C'était quoi le message? Il n'y avait pas forcément aussi de message. C'était pour moi un devoir d'aller rendre le président Macky Sall. Vous savez, le président Abdoulaye Wade du moins, vous savez, nous l'avons combattu quand il était au pouvoir. Nous étions ces jeunes-là du M23. Alors, mais après son départ du pouvoir, moi je mets la balance. Parce que je dis souvent que même après notre mort, on met la balance. On ne peut pas juger une personne tenant compte seulement de quelques erreurs ou peut-être même des maladresses. On tient compte de tout un parcours. Moi, j'ai mis la balance. J'ai vu un maître Abdoulaye Wade qui, durant 26 ans, s'est battu dans l'opposition. J'ai vu un président de la République pendant 12 ans qui a pris des initiatives sur pas mal de questions et qui a inspiré énormément de présidents. J'ai vu les réformes du point de vue démocratique qu'il a pu mettre en place. Et parfois, quand on les compare avec ce qui se passe aujourd'hui, on se dit on est en recul total, un recul démocratique. Donc quand je vois tout ça et je mets la balance, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut honorer. Vous regrettez Abdoulaye Wade? Ah non, il n'y a pas de regret. On ne peut pas regretter. On avance. Un pays, il faut savoir tourner la page. Le président Abdoulaye Wade lui-même, il est aujourd'hui capable de pouvoir donner des conseils, etc. Mais il ne peut pas diriger un pays. Donc je considère fondamentalement qu'il a fait son temps, mais il faut l'honorer par rapport à son parcours. Il faut l'honorer par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce pays-là et pour l'Afrique.
Donc moi, c'était une fierté d'aller lui rendre visite. J'ai eu une discussion de plus de 2 heures de temps avec lui. Et c'était passionnant. En tant que jeune politique, pour moi, aller rendre visite au président Abdoulaye Wade, c'est une excellente chose. Le jury du dimanche Radio ITV reçoit Thierno Bokoum, président du mouvement Agir. Les auditeurs continuent de vous challenger sur l'alternance générationnelle sur la page Facebook de l'émission. Lamine Sounkarou Dramé Kandji. C'est bien, à mon avis, la génération de l'alternance qui n'a ni su faire bouger les lignes sur le plan des idées, encore moins perpétuer le legs de leurs différents mentors. De plus, ils sont rattrapés et dépassés par la nouvelle vague d'hommes politiques qui se singularisent par leur offre politique et programmatique cohérente, réaliste et en phase avec les aspirations profondes de nos concitoyens, dont le plus illustre, selon donc Lamine Sounkarou Dramé Kandji, est le président Ousmane Sonko. Plus loin, Abdou Amatasso Diatta, on a fini par comprendre qu'il nous faut une nouvelle élite politique qui changera le Sénégal. Et puis, King El Malik Diatta, malheureusement, monsieur, en parlant de vous, ne connaît que la politique de son école en défendant le titre de chef des 3 points. Je suppose que c'est chef de l'opposition. Il le confirme. Vos réponses ou votre réponse? C'est plusieurs questions à la fois. Oui. Le résumé de tout cela, c'est que ces auditeurs semblent vous reprocher votre façon de vous engager et ils pensent que vous n'êtes pas l'homme qu'il faut pour réaliser l'alternance générationnelle. Vous savez, on ne peut pas comme ça, sur la base de quelques commentaires, en faire une réflexion générale. Je pense fondamentalement aujourd'hui qu'au contraire, notre posture n'a pas changé depuis qu'on est entré en politique et nous avons, dans des contextes différents, prouvé que nous sommes capables de pouvoir faire face aux difficultés des populations et de faire une offre programmatique aux populations. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que nous continuons notre chemin. Nous travaillons à parler aux populations, nous travaillons à massifier notre mouvement et nous essayons autant que ce peut, de faire en sorte qu'à chaque fois que les questions du pays sont sur la table, que nous nous prononcions sur ces questions. Maintenant, le reste, on verra avec la suite. C'est le plus important. Oui, mais il y a quelqu'un qui a estimé que peut-être aujourd'hui, celui qui incarnerait cette volonté, cette ambition de réaliser l'alternance générationnelle serait Ousmane Sonko. Quel est votre commentaire? Je ne commente pas, c'est une position qu'une personne peut avoir. D'autres ont d'autres positions. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une pluralité dans l'opposition. Et c'est toujours le cas au sein de l'opposition. C'est une pluralité. C'est d'ailleurs pourquoi je dis souvent que le terme qui sied, c'est les oppositions et non l'opposition. Les oppositions. Chacun son style, chacun sa manière de faire, de voir les choses. Et ça, c'est très clair. Maintenant, il revient aux autres d'apprécier. Oui, l'impression, vous dites les oppositions, mais l'impression qu'en ont certains, c'est qu'il y a aujourd'hui un déchirement au sein de l'opposition. Des querelles, des attaques. Les critiques ne sont pas forcément destinées au pouvoir, parce que souvent, les critiques d'une opposition, c'est destiné au pouvoir, mais il y a des critiques en votre sein, entre vous, opposants. Quel est votre avis sur cette question? Alors, Mamoudou, moi, d'abord, je dégage une question de principe qui est très claire, qui est que autant nous sommes soudés en tant qu'opposition, autant nous sommes capables de faire face aux enjeux, en tout cas aux problèmes du pays. Parce qu'une opposition doit pouvoir, sur des questions données, se regrouper, être unie pour défendre les intérêts des populations. Mais nous ne sommes pas obligés d'être d'accord tout le temps sur les mêmes questions. Les contradictions au sein de l'opposition ne vous gênent pas? Mais il y a toujours eu des contradictions dans l'opposition. Prenons l'histoire. Vous savez,
l'élection présidentielle a plus ou moins toujours dessiné le visage de l'opposition. On prend 2000, après 2000, installation du président Wade, il y avait le Parti socialiste. Après, il y a eu Moustapha Niasse qui est venu, etc. Mais il n'y avait pas une entité solide entre les deux. On prend 2007, il y avait le président Idrissa Seck. Après, plus tard, le président Macky Sall. Mais est-ce qu'il y avait une convergence de vues sur toutes les questions? Non. En 2012, la même chose. Donc, il y avait eu le PDS juste après l'arrivée du président Macky Sall. C'est toujours comme ça. Et c'est le cas actuellement en 2019. Oui. Donc, fondamentalement, nous devons tolérer que les uns et les autres puissent avoir des positions propres sur des questions données, sur des questions déterminées. Maintenant, il est clair que lorsqu'on veut, dans une opposition, faire porter des œillères à des gens pour leur dire c'est là où on doit regarder, c'est comme ça qu'on doit s'opposer, c'est de cette manière qu'on doit s'opposer, ça ne peut pas passer. C'est aussi simple que ça. Ça n'a aucun sens parce que les gens sont libres de donner leur point de vue. Personnellement, sur toutes les questions évoquées et tout ça, nous en parlons dans le cadre de notre mouvement. Ceux qui prennent la parole ailleurs, ils en parlent dans le cadre de leur parti et donnent leur point de vue selon leur appréciation du moment. Donc on ne peut pas aller dans une convergence d'idées sur toutes les questions. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. Sur le statut du chef de l'opposition, vous vous êtes prononcé en disant clairement que vous estimez que s'il devrait y avoir chef de l'opposition, que ce devrait être Idrissa Seck. Vous saviez qu'en prenant cette position, que ça n'allait pas faire plaisir à certains? C'est pas grave. Oui. Oui, mais c'est pas grave. Pourquoi vous avez pensé que c'est Idrissa Seck qui devrait être le chef de mais l'opposition? d'abord, premièrement, Mamoudou, moi, je suis toujours sur les principes. Et je voudrais l'affirmer très clairement. Quand ce choix a eu lieu, le choix d'introduire dans un référendum, dans un projet de référendum, le statut du chef de l'opposition, personne ne savait qui allait être second à la présidentielle de 2019. Parce que c'était en 2016. Personne ne le savait. Il y a eu un débat hanté. Avant le référendum, il y a eu énormément de discussions sur toutes les questions. Personnellement, j'avais pensé que le référendum, c'est un fourre-tout. Ce n'est pas cela un référendum. Qu'il ne fallait pas voter le référendum, j'ai fait partie des partisans du non au référendum. Ensuite, il y a eu en face des partisans du oui. On est parti au référendum, le oui l'a emporté. Ça veut dire tout simplement que les questions qui étaient en discussion, est-ce que c'est opportun ou pas, ça a été réglé dans le cadre d'une élection. Et ce n'est pas une banale élection. Parce que vous savez, la constitution sénégalaise est alimentée de deux manières. Il y a la voie parlementaire, il y a la voie référendaire. Quand c'est la voie parlementaire, on respecte. Quand c'est la voie référendaire, on doit respecter beaucoup plus parce que c'est la voie royale, c'est le peuple qui s'exprime. Ouais. Autant nous pouvons nous battre pour dire nous ne sommes pas d'accord, autant nous devons toujours nous battre que lorsque le peuple tranche, qu'on mette en exécution ce que le peuple dit. C'est pourquoi le statut du chef de l'opposition, ce débat sur l'opportunité, c'était avant le référendum. On ne peut pas aujourd'hui, face à une situation quelconque, vouloir prendre le dessus sur la majorité des voix qui se sont prononcées lors d'une élection. Pour vous, le critère ici, c'est le critère de l'élection présidentielle. Alors, ça n'a pas été déterminé dans le référendum. On ne peut pas dire que le peuple a décidé cela. Mais tout à fait. Si on raisonne, le plus souvent, quand on parle de chef de l'opposition, c'était dans les régimes parlementaires. C'est ça la vérité. Au Sénégal, nous ne sommes pas dans un régime parlementaire. Et aujourd'hui, les traces que nous avions qui pouvaient nous permettre de dire qu'on est dans un régime hybride, etc., c'était par rapport justement à l'existence d'un Premier ministre qui peut permettre aujourd'hui de destituer le gouvernement à travers une motion de censure ou le refus de motion, etc. Ensuite, le président de la République qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ce jeu-là n'existe plus parce qu'on a supprimé le poste de Premier ministre. Donc,
Déjà, nous étions dans un... on parlait même de régime hybride à dominance présidentielle. Maintenant, c'est un régime évidemment présidentiel. Si, à travers le suffrage universel, qui est une voie de légitimité, on choisit le chef de l'État, bien évidemment, celui qui suit, qui est deuxième, cette même légitimité peut permettre qu'il soit désigné comme chef de l'opposition, s'il s'oppose bien entendu au président de la République. C'est aussi simple que cela. Alors, au-delà de celui qui doit être chef de l'opposition, il y a aussi cette perception que beaucoup de vos concitoyens ont aujourd'hui en disant « Bon, les politiques encore sont en train de réfléchir entre eux et qu'au fond, l'enjeu de tout ça, c'est 2 milliards qui devraient être donnés au chef de l'opposition. C'est des questions d'argent, ce ne sont pas nos préoccupations. » Est-ce que c'est vraiment l'enjeu ici, il est financier? Écoutez, très franchement, moi je n'ai vu nulle part où on a parlé de 2 milliards ou de 3 milliards du point de vue officiel, ou qu'on en parle sur la table des discussions dans le cadre de la commission politique du dialogue national. Et si ça devrait, parce qu'en réalité, si ça devrait être le cas, mais vous pensez que le chef de l'opposition doit bénéficier de fonds publics? Mais écoutez, Mamoudou, je vous dis encore une fois que le statut de l'opposition, ce sont des questions qui sont en discussion au niveau de la commission politique du dialogue national. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 27 points à peu près. D'ailleurs, c'est important qu'on en parle parce que beaucoup étaient très pessimistes par rapport à ce dialogue. Heureusement que tout le monde, pratiquement sauf le PDS, y a participé. Et je pense que ça a été une bonne chose parce qu'aujourd'hui, on est à 25 accords sur les 27. Ce sont des points à l'ordre du jour dans la commission politique du dialogue national. Le chef de l'opposition, le statut de l'opposition et bien d'autres points. Sauf que sur ce point, vous avez demandé au chef de l'État de trancher, non? Oui, sur ce point, il y a un problème de non-consensus. Il n'y a pas de consensus. Donc, effectivement, c'est le président qui doit trancher. Il y a un point de désaccord qui concerne le fait que le président de la République ne puisse pas être en même temps chef de parti. Mais il y a 25 points d'accord. Et sur cette question, je voudrais dire, Mamoudou, que nous étions là, nous nous battions contre le parrainage. On a vu ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai été emprisonné, retenu à la police plutôt, pour être beaucoup plus précis. Il y a eu énormément de batailles qui se sont terminées par des gaz lacrymogènes, etc. Aujourd'hui, c'est heureux qu'on puisse avoir des accords sur des questions données. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Très bien. Si vous demandez au président de trancher, il peut trancher dans un sens ou comme dans un autre. Oui, vous savez, cette question, moi, oui, ce qui m'intéresse, oui, c'est qu'il y a eu un débat public sur la question. Et il y a eu des positions disant que oui, il faut le mettre en œuvre, mais il faut attendre la prochaine élection, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai donné mon point de vue qui est très clair. Très bien. On ne peut pas parler de non-rétroactivité parce que c'est une application immédiate. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on ne peut pas le désigner pour n'importe quelle raison. Non, je pense fondamentalement que c'est une question à l'ordre du jour dans la commission politique. Il fallait donner son point de vue et je l'ai fait. Jury du dimanche iRadio ITV avec Thierno Bocoum, président du mouvement Agir. On va terminer très rapidement sur les questions politiques puisque nous parlions de la commission chargée du dialogue politique. Quand est-ce que les élections locales vont se tenir? Vous êtes conseiller municipal, vous comme tous les autres élus locaux, votre mandat a été terminé en 2019. Il y a eu une prorogation de ce mandat, mais il faut bien que ces élections locales se tiennent, non? Et elles se tiendront quand? Alors, Mamoudou, moi, je suis pour le respect du calendrier républicain. Et je l'ai toujours affirmé. On l'a toujours dit, on l'a toujours écrit. Maintenant, il y a une dynamique de discussion sur ces questions. Encore une fois, les élections
locales doivent se tenir le plus rapidement possible. Il y avait eu un délai jusqu'en 21 mars 2021. Oui, mars 2021. Dans mars 2021, Oui. nous espérons que nous pourrons tenir les élections à cette date. En tout cas, c'est ce qui est souhaité. Mais vraiment? Est-ce que le dialogue politique s'est prononcé sur cette question? Non, je ne vais pas pouvoir vous faire le compte-rendu du dialogue politique parce que personnellement, j'y suis pas, même si je suis dans une entité qui y participe. On nous fera le compte-rendu le plus rapidement, certainement, mais ce que je peux vous dire très clairement est que je suis pour le respect du calendrier républicain. Maintenant, il faut nécessairement que l'on puisse travailler à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes. Vous êtes engagé politiquement entre les Parcelles Assainies à Dakar et la ville de Thiès. A priori, vous connaissez bien le phénomène des inondations. Au-delà des fortes pluies et du dérèglement climatique qui n'impactent pas seulement que le Sénégal, se pose la problématique de la gestion du réseau d'assainissement. D'où ces inondations. Il y a quelques années, vous m'excusez de rappeler cet épisode douloureux, vous avez perdu votre enfant qu'on a retrouvé dans un égout. Quelle réflexion vous inspire cette problématique des inondations? Oui, Mamoudou, d'abord, il faut présenter peut-être nos condoléances parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine et nous compatir par rapport aux difficultés que vivent les populations tous les jours. Cette question des inondations est une question extrêmement sérieuse. D'ailleurs, je pense que c'est pourquoi il a fallu mettre en place en 2012 un plan décennal de gestion des inondations. Aujourd'hui, on est à 2 ans de la fin de cette décennie. Et il y a encore des problèmes liés aux inondations. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que de tels problèmes ne puisse plus perdurer? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons des pertes en vie humaine. Nous avons des pertes parce que les dégâts collatéraux sont énormes. Les populations sont dans le désarroi. Et nous sollicitons le Trésor public pour les aider et pour mettre en place des plans Orsec. Ça coûte cher. Ça coûte cher aux populations, ça coûte cher à l'État. Il faut définitivement que ce problème soit réglé. 10 milliards annoncés par le gouvernement pour ce plan Orsec. Non, 10 milliards annoncés par le gouvernement. Moi, je dis qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans la période des 10 ans encore. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui se passe dans la banlieue et un peu partout et dans les villes devait être prévu dans le programme décennal. Parce qu'il n'y a pas seulement les fonds qui sont injectés, il y a également la stratégie qui est mise en place. Et Mamoudou, il y a eu 5,7 milliards qui ont été utilisés pour des études géologiques. C'est-à-dire, on a mis le focus sur des études géologiques pour mettre en place un programme qui puisse permettre d'arrêter cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le résultat qu'on a dans la banlieue et un peu partout. Je dis très souvent, il ne faut pas réfuter le fait qu'il y ait eu des travaux. C'est clair que dans certaines localités, il y avait des inondations, il n'y en a plus, etc. Mais le problème, c'est déporté ailleurs. Quand il y a l'eau pluviale, mais il y a 2 possibilités que l'eau puisse être évacuée. C'est à travers le ruissellement, tout simplement, ou tout simplement la pénétration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'eau ne peut pas pénétrer dans le sol, parce que tout simplement les gens vivent dans des zones non édificantes, ça pose problème. On peut utiliser des motopompes à n'en plus finir, le problème restera entier. Si on fait des constructions qui dévient la voie de l'eau et l'orientent ailleurs, dans d'autres zones qui n'ont jamais été inondées, ça peut également poser problème. Donc fondamentalement aujourd'hui, moi je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur ce qui s'est passé en termes techniques. Est-ce que réellement ce plan décennal a prévu des précipitations de cette nature? Est-ce que ce plan décennal a prévu de faire en sorte que même si le statu quo leur permettait justement de régler les questions urgentes, la croissance urbaine devrait pouvoir aujourd'hui leur permettre d'anticiper
tout en sachant que des Sénégalais vont habiter ailleurs, vont continuer à habiter ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ces Sénégalais-là ne puissent pas habiter dans des endroits non définis? Mais justement, parlant de ces zones qui ne devraient pas être habitées, le président de la République a eu à s'adresser aussi aux collectivités locales. Il se trouve que vous êtes membre du conseil municipal de la ville de Dakar, mais aussi de la commune des Parcelles Assainies. Est-ce que vous, collectivités locales, vous n'avez pas une part de responsabilité à assumer? Non, je pense que le président de la République pouvait tout simplement s'arrêter sur les services de l'État. Je pense fondamentalement aujourd'hui, quand on met en place un programme pareil, il faut de l'encadrement en même temps. Il faut encadrer le programme, il faut faire en sorte que les problèmes qui sont survenus avant, parce qu'il faut dire que chaque régime hérite d'un autre régime, que ces problèmes-là ne puissent pas apparaître dans ce programme. Et on a vu aujourd'hui que dans la croissance urbaine, dans le fait qu'il y ait des lotissements un peu partout, on n'a pas évité ce qui nous a amené cette situation-là. C'est-à-dire qu'on continue à faire des lotissements dans des zones non déficales. Oui, mais qui lotit? Lui, chef de l'État, dit que ce sont les collectivités locales, il faut arrêter. Encore une fois, en tant que conseiller municipal, quelle est votre réponse? Encore une fois, Mamoudou, c'est un processus qui implique les services de l'État. Et les collectivités sont des démembrements de l'État. On ne peut pas imputer la responsabilité aux collectivités. C'est l'État qui devait prendre ses responsabilités sur toutes ces questions-là, surtout pour les questions aussi sérieuses. En faisant quoi concrètement? Mais en vous disant, vous, collectivités locales, arrêtez, je vous retire la compétence, par exemple, parce que vous savez que vous avez la compétence de donner les permis de construire. Vous voulez que cela soit retiré aux collectivités locales? Non, attendez. Aujourd'hui, avant qu'il y ait la possibilité de construire, il faut d'abord que la zone puisse être, qu'on puisse permettre une habitation à la zone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'État fait en sorte que par rapport aux études géologiques et tout ça, d'identifier des zones où on ne peut pas construire, où on ne peut pas habiter, mais c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de lotissement. Il fallait anticiper. Les maires ne le savent pas? Non, mais on ne peut pas. Ces autorisations, mais encore une fois... Vous êtes quand même conseiller municipal, vous savez très bien ce qui se passe. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que s'il y a la responsabilité des maires, on ne peut pas enlever de cette question une responsabilité totale de l'État. C'est l'État qui a injecté énormément de milliards pour que la question des inondations puisse être résolue. Donc c'est à l'État de veiller à ce que d'autres activités ou initiatives ne puissent pas perdurer le problème, que ça puisse être réglé. Et puis sur la zone de Keur Massar, quand même, il faut préciser aussi que la SNHLM a été mise en cause. Vous êtes au courant de cela? Oui, je pense que les responsabilités sont partagées, mais encore une fois, moi, je ne me laisse pas distraire. Je dis encore une fois, quand on met en place un programme de gestion des inondations, il faut l'encadrer. C'est aussi simple. Alors, le président de la République, toujours sur ce thème, s'est rendu jeudi à Keur Massar, comme vous le savez, et effectue à compter de ce week-end, ou pendant ce week-end jusqu'au lundi, une tournée économique dans le bassin arachidier. Il a annoncé que Keur Massar sera érigé en département de plein exercice, on le dira comme ça, et bénéficiera d'un plan spécial d'assainissement. Ces mesures annoncées vous semble-t-elle aller dans le bon sens, dans le sens de régler cette question, en tout cas à Keur Massar? Vous savez, quand on revient à la situation de 2012 et qu'un montant de 766 milliards ou 767 milliards, pour arrondir, avait été proposé, plus un plan décennal, nous avions tous espoir que ça allait être réglé. Il faut qu'on évite de croire aux effets d'annonce. C'est important aujourd'hui de savoir que le fait de dire que nous allons dégager tel montant, c'est une volonté, certes, ça peut, comme ou pas, mais il faut dire tout simplement que c'est une prévision. Rien ne dit que c'est la totalité de ces sommes va être décaissée ou que ça se fera. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est des 766 milliards?
On se pose la question. On va y revenir. Oui. D'accord. Maintenant, Keur Massar en département. Est-ce que c'est une réponse? Non, Est-ce que c'est pertinent? Non, Keur Massar comme département, ça n'a rien à voir avec la question des inondations. Parce que les zones inondées sont dans un département. Si on s'occupe de tous les départements comme on va s'occuper du nouveau département, mais on aurait pu régler le problème parce que Keur Massar est dans un département déjà. Donc ce n'est pas une question de territorialité. C'est une question liée à une volonté politique de régler définitivement cette question. Vous savez, Mamoudou, dans le programme décennal, près de 483 milliards sont destinés au relogement et aux requalifications des quartiers. Il y a des zones à Keur Massar, il faut procéder à un relogement, forcément, parce que c'est des zones non edificantes. On ne peut pas y habiter. Donc, si on revient au plan décennal, normalement, s'il s'agit tout simplement de décaisser de l'argent, il y a de l'argent qui avait été prévu. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui a été fait? Et quelle explication donnez-vous, vous, à la décision diriger Keur Massar en département? Puisque vous dites que ça ne saurait être une réponse à la question des inondations. Pour moi, c'est une simple diversion. Vous savez, c'est une demande populaire, il faut le dire quand même. Parce que nous faisons des tournées un peu partout. Beaucoup d'habitants de Keur Massar demandent à ce que leur localité soit érigée en département. Venir dans le contexte de mécontentement des populations qui véritablement n'ont pas vu les promesses réalisées et leur dire je vais faire de votre zone un département, c'est un peu une manière de les divertir. Pour moi, c'est une stratégie politique qui n'a absolument rien à voir avec la réalité de la situation et les mesures concrètes qu'il faut apporter très rapidement. Et demain, d'autres localités certainement demanderont aussi à être érigées en département. Alors qu'ils voulaient aller dans des pôles territoires. Alors, l'Assemblée, oui, vous êtes en train de dire qu'on est en train de d'émietter mais oui. Et que mais oui. ce ne serait pas une bonne chose. Bien entendu. Je ne dis pas que ce ne serait pas une bonne chose, parce que Keur Massar, quand même, s'agrandit, oui. Quoi qu'on puisse dire. Mais ce n'est pas la question essentielle de l'heure. Thierno Bokoum, invité du jury du dimanche e-radio ITV, vous parliez tout à l'heure de comptes. On va y arriver, on y arrive là déjà. L'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une mission d'information sur les conséquences actuelles des pluies diluviennes. Certains députés de l'opposition réclament une commission d'enquête sur l'argent du PNDL. Au moment où on a parlé de 750 milliards, aujourd'hui on en est à presque 766 milliards. D'autres demandent un audit indépendant. Quel doit être le rôle des députés dans ce contexte? Vous avez été député, vous avez siégé dans la dernière législature. Alors, Mamoudou, le rôle du député, d'abord dans ce contexte, ce n'est pas de mettre en place une mission d'information. Ça, au moins, c'est clair. Ah ouais? Ils ont dépassé un article qui est beaucoup plus important parce qu'ils parlent là de l'article 49. Ils auraient pu s'arrêter sur l'article 48 qui est une commission d'enquête parlementaire. Parce qu'on parle de questions d'une nébuleuse. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une dépense. En tout cas, il y a eu une information donnée aux populations parce que, il faut le dire, c'est un montant quand même important. C'est sur 10 ans, mais nous avons fait 8 ans. Ça veut dire qu'il y a un montant important qui a été décaissé. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui a été utilisé? Comment évaluer tout ça? Je pense qu'il faut une commission d'enquête parlementaire sur la question. Une mission d'information, d'abord les députés doivent commencer par nous informer. Parce que les sommes décaissées sont inscrites dans le budget. Et il y a toujours des lois de règlement. Est-ce que ça a été exécuté ou pas? Aujourd'hui, l'Assemblée nationale devait être en mesure de dire qu'est-ce qui a été mis dans les différents budgets de 2012 à maintenant, qu'est-ce qui a été exécuté. C'est la première information. Ce n'est pas à eux de s'informer, c'est à eux de nous informer d'abord. Parce que vous pensez qu'ils doivent déjà avoir l'information. Ah oui. Ils n'ont pas besoin d'aller sur le terrain pour quand même... Non. Parce que la mission d'information, il faut dire, il y a toute une préparation
qui est antérieur à la visite sur le terrain. Il faut se documenter et le président de l'Assemblée, Moustapha Niasse, l'a rappelé d'ailleurs en disant il faut se documenter, voir ce qui se passe ailleurs, le mettre en rapport avec même la COP qui s'occupe des questions environnementales, aller sur le terrain, faire un rapport qui est destiné au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, mais aussi aux députés eux-mêmes qui vont organiser une plénière et même aboutir à une convocation des différents membres du gouvernement et autres directeurs impliqués dans la question des inondations, puisque c'est ce qui nous concerne. Toute une procédure. Est-ce que la mission d'information ne peut pas être intéressante de ce point de vue? Oui, d'abord, ils ont pris beaucoup d'éléments d'une mission d'enquête parlementaire pour le mettre dans la mission d'information. Ah oui, vous pensez qu'on a pris des éléments de la commission d'enquête parlementaire pour mettre ça dans la mission d'information? Dans la mission d'information, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont pris un contenu pour le mettre dans un contenant différent. Parce que c'est l'appellation de mission d'enquête parlementaire qui amène à une suspicion, à une présomption de nébulosité, etc. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'ils ont préféré la mission d'information. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, la mission d'information, encore une fois, c'est pour informer les députés dans leur activité. C'est ce que dit l'article 49. Dans leur activité. C'est informer les députés dans leur activité. Donc, c'est pour les députés. Une commission d'enquête parlementaire, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, vous êtes en train de dire qu'avec la mission d'information, on n'ira pas loin par rapport à l'utilisation de ces fonds prévus dans le cadre du PNDL. Ils ont même maladroitement déclaré qu'ils allaient remettre un rapport au président de la République. Oui, parce que la mission d'information, c'est ça aussi. Mais justement, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, la plénière de l'Assemblée nationale. Non, c'est pourquoi je vous dis qu'il fallait une mission d'enquête parlementaire. Très bien. Ça répond à la demande des populations. Mais tout à l'heure, je ne dis pas qu'ils ont déjà les éléments. Moi, je ne parle pas seulement des éléments comptables. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qui a été décaissé, ce qui a été, etc. Qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Qui l'a fait? Qui sont les responsables? Il faut une enquête sur ça. Vous avez été président de la commission comptabilité et contrôle. Et également chargé de communication du réseau pour la protection de l'environnement et du réseau pour la bonne gouvernance des ressources minérales. Attardons-nous sur cette fonction que vous avez occupée concernant la comptabilité et le contrôle. Pourquoi le contrôle de l'action gouvernementale par les députés paraît si difficile finalement? Alors, d'abord, il n'y a pas de lien. On est d'accord entre la commission et le contrôle des députés. La commission comptabilité et contrôle, c'est pour contrôler les deniers publics utilisés à l'Assemblée nationale et à faire la comptabilité. Très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, le contrôle de l'action gouvernementale, c'est de l'initiative des députés. Les députés aujourd'hui ont même été renforcés parce qu'ils peuvent évaluer les politiques publiques, etc. Ça veut dire tout simplement qu'il s'agit, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Dans le règlement intérieur, les députés ont énormément de leviers pour pouvoir convoquer des membres du gouvernement, convoquer des ministres, faire tout le travail qu'il faut et même faire en sorte que sur toutes les questions qui sont sur la table, que les députés puissent parfois faire des commissions d'enquête parlementaire, etc. Ils ont des leviers pour pouvoir le faire. Oui, mais le problème fondamental, c'est que à l'Assemblée nationale, et c'est normal, c'est une question de majorité. Ce n'est pas une question de science, de connaissance, de volonté ou de patriotisme. C'est une question de majorité. Cela veut dire quoi? Quand un député quelconque souhaiterait faire quoi que ce soit, le plus souvent, les actions de grande ampleur qui peuvent véritablement faire bouger les choses et éclaircir les populations, ça demande l'aval de la majorité parlementaire. Et la majorité parlementaire travaille pour le compte de l'exécutif, du chef de l'État, qui est, comme on le dit, le chef de la majorité. Donc, fondamentalement, c'est ça le véritable problème. C'est des réflexes mécaniques. Voilà, c'est des réflexes mécaniques au sein de l'Assemblée nationale. Oui. C'est des réflexes
de soutien politique pour mais le aussi compte des réflexes du président de la d'opposition République. systématique, non? De la part de l'opposition? Oui, c'est une Non, question. pas forcément, parce que un membre de l'opposition qui est député à l'Assemblée nationale, mais il est un représentant du peuple Je sénégalais. vous challenge. Vous avez été à la tête de la commission comptabilité et contrôle. Est-ce que vous avez découvert des choses anormales en matière de gestion de l'argent mis à la disposition de l'Assemblée nationale? Des fonds mis à la Je n'ai même disposition pas de l'Assemblée terminé, nationale. je n'ai même pas terminé mon travail, on m'a mis dehors Oui, pourquoi? parce que j'ai cherché à savoir. Est-ce que vous avez eu à découvrir des choses? J'ai cherché à savoir, jamais on m'a remis l'état des comptes et des recettes, les recettes et les dépenses de l'Assemblée Vous nationale. cherchez à savoir Alors quoi? que- Si à la faire mon gestion travail- du président Moustapha Niasse, parce qu'il était à- aussi président de à faire- l'Assemblée, si sa gestion était orthodoxe, Exactement. À faire mon travail et en qui tant vous que a président. arrêté? Qui vous a arrêté? Mais qui m'a arrêté, c'est d'abord l'Assemblée nationale, le président, le questeur, etc., qui devait me faire le rapport, qui devait me fournir les éléments liés aux recettes, aux dépenses. C'est le questeur qui devait le faire. Ça n'a pas été fait. Nous avons travaillé pour que ça se fasse. Malheureusement, ils ont insisté. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'initiative dans ce sens, ni avant ni après. Ni avant que je vienne, ni après mon départ. En résumé, il est difficile pour un député d'œuvrer dans le sens de savoir ce qui se passe en matière de gestion des deniers de l'Assemblée, mais aussi de contrôle de l'action gouvernementale. C'est difficile. Des deniers de l'Assemblée, Oui. parfait, c'est totalement difficile parce qu'en réalité, Oui. il revient à cette commission comptabilité et contrôle de faire un rapport destiné aux députés. Si la commission ne fait pas de rapport, les députés ne peuvent pas être au courant de ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale. On va prendre une toute petite minute, mais vraiment pour terminer cette émission. Les tournées économiques du président ce week-end, Fatick, Kaolack, Kaffrine, le bassin arachidier. Oui, vous savez que le président de la République soit auprès des populations, c'est un choix et pour moi c'est normal, c'est naturel. Mais le plus important, c'est qu'il puisse respecter ses promesses. N'oubliez pas que les différentes tournées du président de la République ont pu faire noter des promesses sur des milliards qu'on devait investir dans ces localités visitées. Les populations attendent encore. Et c'est cela le véritable problème. C'est vrai qu'il y a eu quelques réalisations, mais je pense aujourd'hui le plus important, c'est n'est pas de faire des tournées, mais de pouvoir tout simplement satisfaire aux besoins des populations. Ensuite, quel contexte? Nous sommes dans un contexte de Covid. Le président de la République sera certainement accueilli par des militants. Est-ce que c'est opportun dans le contexte actuel d'aller à la rencontre des militants, de créer des mobilisations? Je pense que le président de la République ne devait pas le faire. Ce qui veut dire que vous n'avez aucun contact avec les populations à cause de la Covid. On ne vous a pas vu sur le terrain Non, ce n'est pas. Non, des inondations. Non, Ah oui? non, mais attendez, nous n'avons pas forcément besoin de. On a vu quand même un d'y chassé aller, croisé entre d'y- politiciens, Oui. surtout dans Non, la banlieue. non, bien Vous entendu. n'êtes pas dans cette dynamique? Non, écoutez, sur toutes les questions concernant les populations, quand nous pouvons y aller, nous y allons. Et ce n'est pas forcément pour médiatiser cela. La sous-région débat sur le troisième mandat. C'est un débat qui vous laisse indifférent. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara le sollicite. En Guinée, le président Alpha Condé. Chacun donnant des arguments, bien entendu, mais le débat est là, dans la sous-région. Au Sénégal, il vous laisse indifférent? Non, ce débat ne nous laisse pas indifférents, c'est clair. Mais on parle de troisième mandat. Mais nous nous arrêtons à la candidature. Il y a impossibilité pour le président Macky Sall d'avoir une troisième candidature. Donc avant de parler de troisième mandat, il faut d'abord qu'il y ait une possibilité de candidature. Il n'y a pas de possibilité de candidature. Parce que la Constitution est claire. Lui-même, il en a déjà parlé. Je pense que le président Macky Sall, aujourd'hui, est à son dernier mandat. C'est clair. Le Maintenant, contraire, il y en a mais non, mais il n'y a pas de défendent contraire. une autre Non, thèse. ce n'est même pas un débat. Encore une fois, Oui. c'est son dernier mandat. Maintenant, il ne faut pas en faire un épisode toutes les semaines. Ça ne sert à rien du tout. Parce que si contentieux devrait y avoir, ça serait peut-être dans 3 ans, 4 ans, on ne sait pas.
s'il y en aura. Mais fondamentalement, aujourd'hui, ce que le peuple sénégalais doit retenir, c'est qu'il y a impossibilité pour le président Macky Sall d'avoir une troisième candidature. Donc, il est à son dernier mandat. Thierno Bocoum était l'invité du jury du dimanche. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Agir, Alliance générationnelle pour la défense des intérêts de la République. Vous êtes également conseiller municipal à la ville de Dakar et ancien député. JDD présenté par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye pour le compte de la télévision. Preneur de son, technicien son, Ibamar Sen. Réseaux sociaux, Biram Pouy et Mamadou Diagne. Mais n'oubliez pas, le JDD, c'est aussi votre site préféré, imedia.sn. Babacar Fall pour le compte rendu, pour les textes et pour la photo, Pape Doudou Diallo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.